Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau dossier parlementaire. De jeunes hackers parviennent à s'introduire dans les systèmes de l'État, à accéder à des données policières sensibles, à télécharger des informations relevant de la DGSI et de Interpol, et vont jusqu'à cibler les messageries internes de la police. En réponse, Laurent Nunez annonce un durcissement des dispositifs de sécurité. Lorsqu'un hacker de 22 ans peut circuler aussi facilement dans des dossiers aussi sensibles, peut-on encore parler de sécurité informatique de l'État ? Si vous pensez que la sécurité informatique est un sujet sous-estimé, n'hésitez pas à booster cette vidéo pour qu'elle remonte dans l'algorithme. Un like, un commentaire, bon visionnage. Les pirates informatiques sont parvenus à s'infiltrer dans les serveurs de la place Beauvau et à accéder à de multiples outils internes de la police nationale. Plus inquiétant encore, des données extrêmement sensibles contenues dans le traitement d'antécédents judiciaires, le TAJ, et le fichier des personnes recherchées, le FPR, ont été consultées, voire même extraites. Un suspect a rapidement été interpellé et c'est peu dire que son profil interroge puisqu'il s'agit d'un jeune homme de 22 ans. Certes déjà connu des services de police pour des faits de détournement de lignes téléphoniques ou de swatting, soit des appels malveillants visant à faire croire aux forces de l'ordre à un crime chez la personne visée. J'ajoute que l'intrusion a été initialement revendiquée par un groupe de pirates dit les Shiny Hunters sur le site bien connu de revente de données extorquées Breach Forums. Vous vous en doutez, monsieur le ministre, cet événement a suscité de nombre d'inquiétudes chez les parlementaires, notamment au regard de l'apparente facilité qu'aurait eu un jeune pirate de 22 ans pour accéder pendant plusieurs jours à certaines des données les plus sensibles de la République. Nous souhaiterions donc des éclaircissements de votre part sur plusieurs points. Et quand je dis essentiellement, c'est exclusivement de la police nationale qui ont été donc piratées, compromises. Donc le hacker s'est rendu maître de ces boîtes mail à travers lesquelles il a pu procéder à un certain nombre de recherches, une fois s'il était rentré dans ses boîtes mail, en tapant des mots-clés. Et c'est là où on peut parler donc de défaut d'hygiène numérique, c'est-à-dire que sur ces boîtes mail, il a tapé une cinquantaine de mots-clés, secrets, des noms d'applications, mots de passe, pour essayer de sélectionner des mails qui portaient sur ces informations. Et il est effectivement tombé sur des échanges entre des agents qui s'échangeaient des mots de passe pour l'accès à un certain nombre d'applications. Et il a pu donc avoir une adresse mail, des mots de passe, qui ont pu lui permettre de rentrer sur un portail sur lequel figurent beaucoup d'applications de police, et il a pu aller en consulter un certain nombre. Donc il a pu en consulter un certain nombre. En fait, ce sont sur... alors, je donne un chiffre, c'est un ordre de grandeur, mais il y a 150 applications de police, parmi lesquelles, pour les plus importantes, on a le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, le fichier des personnes recherchées et les fiches Interpol. C'est pour les principales. Donc voilà. Donc il a consulté un certain nombre de fiches et il en a extrait un certain nombre sur ce qu'il a pu consulter et surtout extraire. Donc les chiffres précis, je vais vous les donner. Donc voilà. Donc il a sur le TAJ. Sur le TAJ, donc pour les trois principales, donc 7 consultées, 3 vraiment importantes. Pour le traitement des antécédents judiciaires, je tiens à dire, il y a 19 millions de fiches sur ce traitement des antécédents judiciaires. Il en a exfiltré 72. 72 fiches ont été exfiltrées. Donc, et il a extrait un certain nombre, plusieurs dizaines de milliers de lignes. Les lignes, ce sont des sommaires. C'est le nom de la personne, son état civil, un certain nombre d'informations qui ne comportent pas le motif de l'inscription au TAJ. Donc 72 fiches extraites et plusieurs dizaines de milliers de lignes, donc de noms de personnes qui sont inscrites au TAJ. Ça a été exfiltré. Donc au traitement des antécédents judiciaires. Pour le fichier des personnes recherchées, il a procédé à l'extraction de 23 fiches et environ 3000 éléments de sommaire. Donc c'est bien ça. Donc voilà. Et puis pour ce qui est de la fiche Interpol, il en a consulté 10 et une seule a été retirée, a été exfiltrée.
Alors, l'attaquant n'a pas procédé à des modifications, destructions de quoi que ce soit. Hein. Donc, il n'est pas intervenu de manière active sur les documents. Il n'y a pas eu de modification. Voilà. Donc, il est resté, a priori, je suis très prudent, il est resté sur le portail dont je vous parle. C'est la dernière trace vivante, on va dire, d'intrusion. Et il est interpellé le 17. La personne est interpellée le 17. Donc, pour répondre à votre question, a priori, nous, on n'a connaissance que d'un auteur. La probabilité, généralement, l'expérience montre que ce sont souvent des groupes de hackers. Hein. Il n'est pas complètement exclu qu'il y ait d'autres personnes. Mais pour l'instant, on a identifié et interpellé qu'une seule personne. Voilà, une seule personne. Après, effectivement, il y a une revendication d'un groupe qui laisse à penser que l'action pourrait être une représaille contre une opération qui avait été menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police, dite la BL2C, qui avait interpellé un groupe de hackers. Et on a l'impression que la revendication, c'est un peu une espèce d'action qui est annoncée en représailles. Alors, sur les mesures qui ont été prises immédiatement, on a immédiatement donc réinitialisé tous les mots de passe de l'ensemble des comptes gestionnaires de messagerie. Bon. On a supprimé un certain nombre de comptes pour ceux dont les agents étaient partis et qui ne les avaient pas supprimés. Ça représente 1 millier de comptes à peu près. Hein. On a réinitialisé les mots de passe des boîtes qui avaient été compromises immédiatement, tout de suite. Hein. Et puis, on a surtout procédé, alors un travail qui a été important, qui a été fait par les équipes, hein, à partir de j'emploie le mot signature, hein, c'est pas le mot technique, mais de l'assaillant, on a regardé partout où il était passé dans nos systèmes. Hein. Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on a repéré ensuite les 7 applications qu'il a visitées, et puis sa trace dans 2 autres portails, même si, encore une fois, dans ces 2 portails, il n'y a pas eu d'action de sa part. À l'ANSSI qui a fait le relais à tous les ministères. Ça, c'était pour les actions, évidemment, d'urgence, hein, immédiate. Et puis, ensuite, on a imposé aussi la double authentification systématique. Hein, sur tous les portails qui avaient été... sur toutes les applications qui figuraient sur le portail sur lequel avait pénétré l'assaillant. On a immédiatement imposé la double authentification. Ce qui est évidemment très lourd pour les agents. Hein. Ça veut dire, bon, on aura l'occasion de préciser ce que ça signifie exactement en réponse éventuellement à vos questions. Ensuite, vous pouvez nous dire tout de suite ce que c'est que la double identification. Alors, je parle sous votre contrôle, c'est l'utilisation à la fois d'une carte. Donc soit les agents ont une carte sécurisée, hein, donc c'est la carte, bon, tout le monde n'a pas de carte, soit c'est il y a un double mot, hein, voilà, la carte que vous voyez ici, donc ne pas filmer. Hein. Je dois dire quand même que, évidemment, tout ça, c'est ce qui est passé est très grave, hein, je l'avais dit, redit, et j'assume de le dire, mais je dois dire aussi que le ministère a fait des efforts énormes ces dernières années, comme tous les ministères, pour sécuriser ces systèmes d'information, notamment à l'approche des JO. Pas seulement, mais notamment à l'approche des JO. Sécuriser des systèmes d'information, ça veut dire déjà d'établir une cartographie de tous les systèmes critiques, ce qui a été fait dans le cadre des Jeux, de mettre en œuvre des procédures d'homologation systématique hein, qui se font au fur et à mesure. Voilà, moi je l'ai vécu quand j'étais préfet de police, en tant que chef d'une administration. Plusieurs de nos systèmes d'information sont passés au crible de l'ANSSI et on a homologué les uns après les autres tous nos systèmes d'information. Sous supervision, les systèmes qui sont les plus critiques. Hein, et ça, c'est une mission qui est confiée au centre de cyberdéfense du ministère de l'Intérieur, qui, en temps réel, suit le fonctionnement d'un certain nombre d'applications. J'ai eu la chance de les visiter, ils sont dans un endroit qui est tenu évidemment secret, et ils suivent en temps réel les applications. Et le nombre d'applications suivies n'a cessé d'augmenter. Il n'a cessé d'augmenter ces dernières années, et surtout le volume d'informations qui peut être criblé n'a cessé également d'augmenter. Bon, je pourrais éventuellement vous donner un certain nombre de chiffres évidemment à cet égard, d'homologation, de mesures de prévention qui ont été mises en œuvre. Voilà, alors la question évidemment c'est est-ce que les moyens alloués sont suffisants? Enfin oui, on a quand même dans chaque service des responsables de la sécurité numérique qui sont désignés, qui sont responsables de ces questions. On a le centre de cyberdéfense du ministère de l'Intérieur qui comporte plusieurs dizaines d'agents et on investit évidemment chaque année des sommes d'argent considérables dans la sécurisation de nos systèmes d'information.
Nous avons immédiatement mis en place des cellules que je vais appeler cellules de crise, c'est pas le nom exact, mais qui se réunit c'est tous les jours. On a 2 points de synthèse par jour. Ces derniers temps, on est passé à 1 point de synthèse. Moi, ils me sont remis à l'ensemble de l'équipe et moi, ma directrice de cabinet, moi-même personnellement, pour suivre au fur et à mesure à la fois les actions de remédiation qu'on met en place et ce qu'on détecte sur l'assaillant. Encore une fois, indépendamment de la procédure judiciaire. Indépendamment de la procédure judiciaire. On peut considérer que pour ce qui est de l'attaque, elle a été endiguée, donc elle est endiguée, et que maintenant on est dans une démarche de remédiation, mais qui sera forcément longue, qui sera forcément très longue. Et encore une fois, j'insiste, nous avons des centaines d'applications, 300 000 utilisateurs, et des problèmes d'hygiène numérique qui sont à la base de cette attaque sont pour nous une vraie difficulté, d'autant plus que on comprend que l'assaillant a ciblé ceux des personnels qui étaient quand même au cœur de ces sujets. Donc voilà, on a été quand même un peu surpris de constater qu'il pouvait y avoir des échanges de mots de passe par mail, ce qui permet ensuite d'accéder à des applications, évidemment. Bon, c'est le cas de l'agent qui va être en télétravail, c'est le cas de l'agent qui a plus son code, qui a plus... Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité évidemment renforcer nos systèmes d'information, nos systèmes de sécurisation avec cette double authentification systématique. Et vous, quel est votre regard sur ce dossier ? Partagez-le en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains dossiers parlementaires.